Il est exactement 7 heures sur l'ensemble du réseau synchronisé de Solo Média. Vous nous suivez sur la 96.1. Devant ce micro, Birahim Touré en compagnie de Mohamed Cham et Baba Aïdara. Les titres de cette édition. La justice marocaine n'a pas été dans des considérations autres que faire tomber des Sénégalais. C'est en tout cas ce que estiment plusieurs Sénégalais après l'arrestation, l'emprisonnement, mais surtout les verdicts ou le verdict et les peines de prison ferme à l'endroit de 18 supporters sénégalais, des peines allant de 3 mois à 1 an de prison, en plus des amendes à payer. Tout ceci n'est qu'une farce selon Maître Kabou, une décision judiciaire incompréhensible selon l'avocat sénégalais inscrit au barreau du Gers qui était depuis le début aux côtés de ses supporters. Nous en parlerons largement dans ce journal. Dans le reste de l'actualité, une semaine après le chavirement de la vedette de la Marine nationale, un dernier hommage a été rendu ce jeudi à la mémoire des 3 disparus, 3 Sénégalais Marines qui ont péri dans le naufrage de leur vedette. L'émotion était palpable et le commandant de la base navale Hamedine Fall de Saint-Louis estime qu'aujourd'hui un hommage de la nation devait être rendu à ces soldats sénégalais. Nous parlons aussi de l'actualité hors de nos frontières. La revue de la presse, ce sera en fin de journal. Bienvenue à toutes et à tous. Voilà, c'est clair. La justice marocaine a condamné ce jeudi des peines allant de 3 mois à 1 an de prison les 18 supporters sénégalais détenus au Maroc depuis déjà 1 mois, juste après la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, qui avait été émaillé d'incidents. Les prévenus étaient poursuivis pour hooliganisme, accusations incluant des actes de violence, notamment contre des forces de l'ordre, dégradation d'équipements sportifs, invasion de la pelouse, ainsi que jet de projectiles. Parmi les condamnés, il y a également un franco-algérien qui a été condamné pour avoir jeté une bouteille, selon les informations de RFI. Plus tôt dans la journée, le parquet avait requis jusqu'à 2 ans de prison ferme contre chacun d'eux. Les avocats de la défense indiquent qu'ils vont faire appel. Ils ont même un délai de 10 jours pour cela. Le Français d'origine algérienne, jugé pour avoir jeté une bouteille d'eau, s'est vu infliger une peine de 3 mois de prison ferme et 1000 dirhams d'amende. Décision judiciaire incompréhensible selon l'avocat Maître Kabou. L'avocat sénégalais inscrit au barreau du Gers en France dénonce le fait que ses clients servent de bouc émissaire. Je vous propose d'écouter sa réaction. C'était juste après le verdict de ce procès. De l'article 308 du Code pénal marocain et on choisit juste la partie qui intéresse les supporters. On ne prend pas les forces de l'ordre, on ne prend pas les organisateurs. C'est comme si ces supporters devaient payer pour tout ce qui s'est passé. J'ai l'impression qu'ils devaient payer une frustration des gens. On est éduqué d'une telle manière. Quand il y a quoi que ce soit, on préfère présenter des excuses d'abord et pouvoir expliquer ce qui s'est passé. Après 5 minutes de plaidoirie, peut-être que ça dérange. Et là, ils ont dit que non, l'avocat doit plaider en arabe. Vous savez, les règles d'un procès équitable, ça ne coïncide pas, ça ne colle pas avec ce qu'on a vécu aujourd'hui. C'est la première fois qu'ils viennent au tribunal. Première fois de leur vie. Imaginez-vous, c'est pourquoi je réclame devant ce tribunal leurs conditions de victime, c'est-à-dire de donner des coups de poing. Et c'est dans le code pénal marocain, à l'article 308, je rappelle 308 et suivant, il est bien mentionné, l'instigateur ou le provocateur est sanctionné lourdement. J'ai produit des pièces au tribunal, données, et puis pourquoi le parquet? C'est difficulté d'aller identifier des Sénégalais, alors que celui-là, les images sont claires, il pouvait prendre cette personne-là et puis l'amener ici à la barre. Dans le protocole de la CAF, je rappelle, ça ne perd pas la vue parce que le tribunal, c'est un lieu de trancher et de dire la vérité. Mais là, je crois qu'on est mal barré. De l'article 308 du Code pénal marocain, et on choisit juste la partie qui intéresse les supporters. On ne prend pas les forces de l'ordre, on ne prend pas les organisateurs. C'est comme si ces supporters devaient payer pour tout ce qui s'est passé. J'ai l'impression qu'ils devaient payer une frustration des gens. Voilà donc la réaction. Et autre réaction, il s'agit de celle des supporters sénégalais et de certains jeunes, ici même à Dakar, à Rufisque, puisque hier, juste après la coupure du jeûne, plusieurs jeunes à Rufisque ont hier manifesté
sur les axes de cette ville, notamment en brûlant des pneus et érigeant des barricades, puisqu'il faut rappeler que parmi les supporters, il y a des supporters du 12e Gaindé, mais également de l'Ebougui-AS et l'Ebougui de Rufisque qui ont été donc interpellés et finalement condamnés. Mais je le rappelle, les avocats ont 10 jours pour interjeter appel. Ils peuvent le faire très rapidement. On reviendra justement sur cette actualité qui reste celle dominante aujourd'hui dans les quotidiens du jour. À 7h passées de 7 minutes, le reste de l'actualité, nous rendons à Saint-Louis, une semaine après le chavirement de la vedette de la Marine nationale. Un dernier hommage est rendu à la mémoire des 3 disparus. L'émotion était palpable sur les visages. Le capitaine Abdou Wahab Sarr et le commandant de la base navale Hamedine Fall de Saint-Louis. Il perd là des hommes de valeur. Ses propos avec Pape Khalilouba. Nous voilà réunis à la base navale capitaine de vaisseau Hamedine Fall pour rendre un dernier et ultime hommage à nos camarades disparus le 12 février 2026 lors d'une mission en mer. En effet, le Tout-Puissant vient d'arracher à notre chère affection 3 militaires du rang valeureux et brillants, les matelots Ali Sow, Ablaye Seck et Narcisse Kouboun Assine, tous affectés à la base navale Nord. La disparition de ces militaires du rang, attirés très tôt par le métier des armes et le milieu marin, constitue une perte brutale et douloureuse pour toute la communauté militaire, comme pour tous les proches et amis des défunts. Leur porte d'entrée à la marine a été la base navale capitaine de vaisseau Hamedine Fall, où ils ont été détachés dès la fin de leur formation initiale au 12e bataillon d'instruction. Ali Sow, Ablaye Seck et Narcisse Kouboun Assine resteront à jamais une référence pour les générations futures. Leur souvenir restera à jamais gravé dans nos mémoires et leurs noms seront à jamais inscrits au panthéon des marins. Amiral, à chaque étape de cette douloureuse épreuve, le commandement a fait mobiliser des moyens terrestres, navals et aériens pour la coordination des secours, les recherches de nos camarades portés disparus et aujourd'hui pour cet hommage posthume avant qu'ils rejoignent leur dernier demeure. Les propos du capitaine Abdou Wahab Sarr, commandant de la base navale Hamedine Fall, qui perd là les hommes de valeur, hommage de la nation à l'endroit de ces valeureux soldats. Je le rappelle, leur vedette, une vedette de la Marine nationale, a chaviré il y a une semaine, malgré les recherches qui ont duré plusieurs jours. Finalement, c'est avec émoi et consternation que les 3 soldats disparus ont été retrouvés, mais sans âme. Nous parlons cette fois-ci de la tension entre les mécaniciens de la commune de Biscuiterie sur l'avenue Bourguiba et la mairie. Réunis autour d'un collectif, les artisans ont fustigé ce qu'ils considèrent comme une injustice et un abus de pouvoir, pointant du doigt l'inaction de l'État. Ils ont été dégarpis manu militari. Ceci est malgré une décision de justice pourtant qui est défavorable au sous-préfet face aux mécaniciens. Sur place, c'est la colère et l'indignation qui persistent. Les artisans n'excluent pas de durcir leurs actions de protestation pour se faire entendre. Mohamed Faye est le porte-parole des DRP. Je vous propose de l'écouter. Moins de 3 jours, ils ont nous dégrippier par gré et par force. Tout ce que vous aviez vu chargé dans les camions, c'est les biens d'autrui, estimés à des millions et des millions. Merci. Ils ont tout pris. Ils ont tout pris. Ils nous ont laissé les mains vides et ils nous ont laissé jusque de la poubelle. Et c'est juste. C'est cette injustice-là qu'on voulait déclarer. C'est la propriété d'autrui. Ce n'est pas la propriété de l'État. Et puis même si on devait sortir, je vous demande, est-ce qu'on n'a même pas le droit d'avoir un délai du temps qu'on se refait? Imaginez, mettez-vous nous à la place. À quelques jours de la Korité, on marche à pas fouettés vers la Korité. Et tous ceux qui sont là, c'est des responsables. Tous ceux qui sont là, c'est des responsables. Le seul souhait que nous avions, comment faire pour aider la famille au moment de la Korité, au moment du Ramadan.
L'appel que je lance aux autorités, qu'ils viennent déjà, prendre leur part de ce malheur que nous nous sentons avant que le pire se repose sur ça. On l'a toléré pour la première fois, on ne va plus le tolérer. Jamais. Jamais on ne va plus le tolérer. Ils en ont assez gaspillé. Ils nous ont laissé dans les mains vides. Ils ont pris tous nos biens. Là, il y avait des cantines, des pièces détachées. Ils ont tout ramené sans avertissement. Les agents des collectivités territoriales intensifient leur lutte pour le respect de leur accord avec l'État du Sénégal, un collectif qui réclame au gouvernement le paiement des rappels et l'application des décrets signés dans la revalorisation de l'acte 3 de la décentralisation. Ces travailleurs promettent de continuer la lutte jusqu'à la satisfaction totale de leurs revendications. Anta Diakhaté Ndao est la coordonnatrice du collectif des agents municipaux du Sénégal. Propos recueillis par Ibrahim Khalil Djemé. La hausse des primes allouées aux agents de santé et l'octroi des indemnités de logement. Cependant, force est de constater que l'application de ces mesures tarde à se concrétiser sur le terrain. Le CAMS, collectif des agents municipaux du Sénégal, tient à rappeler qu'après 3 années de grève ponctuées d'âpres négociations par l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales, nous avons abouti à la signature d'un pacte de stabilité sociale le 1er mai 2025. Cependant, ce pacte a été assorti d'une circulaire du ministère en charge des collectivités territoriales en date du 15 juillet 2025, censé de clarifier et d'accélérer la mise en œuvre des engagements. Pourtant, qu'en est-il aujourd'hui de l'application de cette? Nous avons malheureusement constaté que les décrets tant attendus peinent à être appliqués. Un flou total persiste car la loi 2011 est accompagnée du décret 2012-284 régissant les non-fonctionnaires des collectivités. Et force est de constater que ces contracteurs restent aujourd'hui partiellement appliqués. À titre d'exemple, le décret 2025-1618 prévoit le rappel des augmentations pour les fonctionnaires qui ont droit à partir du mois de mai. Reste lettre morte pour bon nombre d'entre nous. Quant au décret 2025-1619 du 8 octobre 2025 régissant les non-fonctionnaires n'y ont droit qu'à partir du mois d'octobre. Et peut-on sérieusement parler de justice sociale avec ces mesures aussi partielles et limites? Suite au retard accumulé dans le paiement des salaires revalorisés, pourtant annoncé dès mai 2022 par le président de la République d'alors et rappelé par lettre circulaire du ministère des collectivités territoriales en date du 24 février 2023, le CAMS a décidé de prendre ses responsabilités, de se mobiliser pour amener l'État à agir avec sérénité afin de mettre fin aux difficultés que nous endurons, de rappeler le cadre légal de nos revendications. À cela s'ajoute la mise en œuvre de l'acte 3 de la décentralisation qui, au lieu de simplifier, a généré de nombreux dysfonctionnements et impacté négativement nos conditions d'existence. Solo Media Group, la radio au cœur de l'actualité. Dans le reste de l'actualité, après l'annonce de son test revenu négatif, test du VIH-Sida dans l'affaire des homosexuels, Pape Birame Bigué devra comparaître devant le juge aujourd'hui, selon certaines informations. En tout cas, le docteur Ibrahim Dia estime que cette donnée pourrait fragiliser certaines poursuites, notamment celles liées à la loi 2010-03 du 9 avril 2010 qui vise les personnes conscientes de leur séropositivité et qui exposent volontairement d'autres personnes. Selon lui, sans portage du virus, il devient difficile de caractériser l'élément matériel et l'intention délictuelle dans cette affaire d'homosexualité, en tout cas concernant ce journaliste de la RTS. Les propos du docteur Ibrahim Ndiaye, ici avec Bay Nongofal. Ici, ce qu'il y a à dire, c'est très simple, c'est qu'il y a plusieurs chefs d'accusation qui ont été formulés contre les personnes qui jusque-là ont été interpellées. Si tant est que maintenant, après la perquisition qui a eu lieu chez Pape Birame Bigué Ndiaye, il a été constaté qu'il y a eu des indices graves et vraiment sérieux qui mènent vers une piste de blanchiment d'argent. Dans ce cas-là, il appartiendra donc au procureur d'en apporter effectivement les preuves et de poursuivre la personne sur ce chef d'accusation. S'il s'agit de la mise en danger de la vie d'autrui, Pape Birame Bigué Ndiaye ne peut pas être poursuivi parce qu'il ne met pas en danger la vie d'autrui. S'il s'agit d'une association de malfaiteurs, on ne peut pas dire qu'il s'est associé à une personne pour pouvoir donc de concert disséminer cette maladie qui est le sida
et qui en réalité donc est dans son corps. Puisqu'il n'a pas le sida dans son corps, le reste sera analysé maintenant sous l'angle du respect de la vie privée. Et je rappelle que dans le droit sénégalais, le mot homosexuel n'est pas mentionné. Ce qui est mentionné, c'est acte contre nature. Donc tout ce que vous voulez maintenant, qui n'est pas prévu par l'ordre naturel des choses, est considéré comme acte contre nature dès l'instant que ça se rapproche donc de la sexualité. Ce qui veut dire en clair donc que lui, d'aujourd'hui, les motifs qui ont été évoqués pour le poursuivre, effectivement, vont s'affaisser dans la mesure où on ne peut pas lui imputer une faute relativement à son homosexualité. De Seneweb, le journaliste Pape Biram Bigué Ndiaye sera présenté aujourd'hui avec d'autres mis en cause devant le juge d'instruction du premier cabinet du tribunal de Pikine-Guédiawaye en charge de l'enquête sur cette affaire d'actes contre nature, homosexualité, transmission volontaire du VIH-Sida. Le journaliste, on le rappelle, a été arrêté à la suite de la découverte de messages d'amour échangés avec Ibrahim Majib Seck, un autre jeune. Selon des sources proches du dossier, il conteste avoir pratiqué des actes contre nature malgré les éléments compromettants. Il a toutefois déclaré avoir connu Majib Seck dans le milieu du football, lui étant même journaliste sportif. Le gouvernement du Sénégal veut justement adopter un projet de loi modifiant le code pénal avec un durcissement des sanctions liées aux actes contre nature et l'élargissement des infractions à l'apologie et au financement de ces actes contre nature ou homosexualité. C'est selon une réforme saluée par le collectif Andesam Dikoyi qui appelle à sa promulgation rapide et à une vigilance accrue dans son application. Le compte-rendu est signé Sarah Béatrice Ndion. Le gouvernement du Sénégal veut adopter le projet de loi modifiant la loi numéro 66-60 du 21 juillet 1965 portant code pénal. Le texte définit les actes contre nature, durcit les peines prévues et intègre désormais l'apologie ainsi que le financement de ces actes parmi les infractions sanctionnées. Une évolution saluée par Babacar Mboup, membre du collectif Sam Dikoyi. Nous apprécions à sa juste valeur l'acte posé par le gouvernement du Sénégal hier en Conseil des ministres tendant à adopter un projet de loi pour le durcissement des peines sur les actes contre nature, l'apologie et le financement. C'est ce que mes grandes lignes énoncées dans le communiqué du Conseil des ministres collaborent foncièrement ce qu'on avait déposé le 22 décembre 2021 et le 20 avril 2023. Donc nous ne pouvons que nous en réjouir, les féliciter. Le collectif Sam Dikoyi invite le président de la République à promulguer la loi dans les meilleurs délais et à procéder à sa publication au journal officiel. Et les encourager à aller jusqu'au bout, c'est-à-dire à voter cette loi. Donc il s'agira donc de faire le dépôt, de le voter, que le président promulgue en tout cas la loi et qu'elle soit publiée au journal officiel afin qu'elle soit une loi de la République du Sénégal. Babacar Mboup a également insisté sur la nécessité selon lui de mettre un terme à ce qu'il qualifie d'agenda LGBT au Sénégal afin d'assurer le respect strict de la loi. Mais il faut parallèlement aussi, et j'insiste sur ce fait, il faut impérativement, véritablement arrêter aussi l'agenda LGBT déroulé au Sénégal. Puisque si ceci n'est pas fait, cette proposition de loi, ou bien cette loi, ne servira à rien. Le collectif Sam Dikoyi appelle à davantage de vigilance autour des questions liées aux valeurs sociétales et à l'application des nouvelles dispositions légales. Donc le collectif Sam Dikoyi pour la préservation des valeurs. Nous parlons d'environnement avec la lutte contre les sachets plastiques au Sénégal. 2020-2026, 6 ans après la proposition de loi, il n'y a toujours pas de décret d'application. Les instigateurs de cette proposition dénoncent le mutisme du gouvernement sur le sujet. Modou Fall, alias Homme Plastique de Sénégal Propre, Monsieur Sénégal Propre, révèle qu'il y aurait des lobbies derrière qui freinent l'application du décret, et ce qui crée d'ailleurs des conséquences énormes sur la santé des populations. Modou Fall, alias Homme Plastique, je vous propose de l'écouter avec Ibrahim Khalil Diémé.
Moi, je pense que vraiment, donc la loi sur le plastique, donc c'est quelque chose qui est en train de traîner depuis très longtemps. Nous avons fait beaucoup de marches écologiques, essayer de sensibiliser, apporter des solutions. Mais malheureusement, à côté de l'État, il y a une lente. On a fait beaucoup d'actions, mais malheureusement, donc l'État ne réagit même pas. Nous avons constaté que vraiment le plastique est en train de faire beaucoup de dégâts, surtout à côté donc de l'asthme et la maladie cancérigène. Et cela peut créer beaucoup de dégâts. Ce qui empêche cette loi d'avoir ce décret d'application, c'est les lobbies. Parce qu'en 2020, quand cette loi-là est annoncée, elle va entrer en vigueur. Malheureusement, donc, il y a des lobbies qui sont derrière, qui ont mis sur la table une enveloppe de 50 millions à l'époque de Abdou Karim Sall. Moi, j'ai fait des investigations, je connais même les industries de sachets d'eau, ceux qui sont capables. Et malheureusement, depuis lors, donc, je fais des vidéos, je parle sur ça, mais personne ne réagit. Moi, j'ai trouvé des solutions, je les ai mis sur la table et personne ne réagit. Ici, à Dakar seulement, donc, on collecte 4000 tonnes de déchets par jour. Et toutes les 4000 tonnes sont brûlées. Imaginez donc, sur les 14 régions, chaque région collecte combien de tonnes de plastique. Actuellement, à Dakar seulement, on jette 6 millions de sacs plastiques. Et ça ne peut pas continuer. On ne peut pas continuer d'utiliser le plastique et de le jeter comme ça. Si vous prenez l'exemple donc des industries qui fabriquent des sachets d'eau, au début donc ils étaient 3 et aujourd'hui ils ont plus de 3000 en Dakar. Et chaque personne fabrique 15 000 sachets par jour. Et ça vraiment donc c'est pas Sénégal propre ou le plastique qui peut arrêter ça, mais c'est l'État qui devait réagir. Actualité internationale. L'actualité au Mali tout d'abord avec les rebelles indépendantistes du Front de libération de l'Azawad FLA qui revendiquent une frappe de drone contre un convoi de l'armée malienne et de l'Africa Corps russe entre Anefis et Agalok, c'est dans la région de Kidal. Ce mercredi, cette frappe aurait fait, selon les rebelles, d'importants dégâts humains et matériels. Le FLA reconnaît également la mort de 2 de ses combattants au cours de l'opération, dont le fils d'Al-Gabasag Intala, un des principaux chefs rebelles. Le même jour, le même convoi a également été pris pour cible par les djihadistes du Génim. L'Assemblée nationale vénézuélienne a approuvé ce jeudi à l'unanimité un texte d'amnistie générale qui a été promulgué dans la foulée par la présidente par intérim Delcy Rodriguez. La loi doit permettre la libération des prisonniers politiques, mais comprend également plusieurs exceptions. Une loi qui ne bénéficiera pas, comme prévu, aux personnes ayant commis des violations graves des droits de l'homme, crimes contre l'humanité, homicides, trafic de drogue, infractions de corruption, entre autres. Mais elle exclut aussi les personnes ayant promu, instigé, sollicité, invoqué, favorisé, facilité, financé ou participé à des actions armées contre le Venezuela, ce qui pourrait priver de la mesure de nombreux membres de l'opposition, dont sa chef et Nobel de la paix, Maria Corina Machado, qui ont soutenu l'intervention américaine du 3 janvier dernier, qui était donc à l'origine de l'arrestation de Nicolas Maduro. Le pouvoir a fait libérer quelques 450 prisonniers politiques, mais plus de 600 restent encore derrière les barreaux. L'amnistie doit aussi éteindre les actions judiciaires contre les personnes en liberté conditionnelle. À cette heure, passé de 24 minutes, tout de suite, nous allons terminer avec la revue de la presse de Al-Amin Senghor. Bonjour. Solo Media Group. La revue de presse. Bonjour. Presque à l'unanimité, les quotidiens se sont intéressés du verdict des compatriotes sénégalais à Rabat à la suite du procès hier. Condamnation de 18 supporters. Les détails des amendes après les peines allant de 3 à 1 an ferme, a informé ce matin le journal Solo. Le tribunal de grande instance de Rabat a prononcé ce jeudi des peines allant de 3 mois à 1 an de prison ferme au terme d'une audience marquée par des fortes tensions. La Fédération sénégalaise de football a brillé par son inertie dans la gestion de ce dossier judiciaire. Selon Direct News, qui s'interroge, les 18 Sénégalais détenus au Maroc seraient-ils abandonnés? En ce temps, le quotidien L'Info parle de coups de massue à Rabat. Le Maroc s'abat sur les supporters des Lions. Les 18 Sénégalais écopent d'une peine allant de 6 mois à 1 an ferme de prison. Des lourdes peines pour les supporters. Le Maroc inamical avec le Sénégal. Échec de la diplomatie sénégalaise, a signalé l'As quotidien. Les 18 Sénégalais condamnés entre 3 mois et 1 an de prison. Des Sénégalais préconisent de boycotter les produits marocains. Verdict, pas Moubarak, Rufisque,
en mutinerie puisqu'il y a eu des manifestations hier à Rufisque. 9 ont écopé d'un an de prison ferme. L'un des supporters sénégalais a été victime d'un malaise après l'annonce du verdict nécessitant une prise en charge médicale. Les peines sont très sévères à Rufisque. Les populations sont descendues hier dans des rues pour crier leur colère. Dangou est l'un des quartiers les plus touchés. En effet, sur les 18 supporters sénégalais, 6 supporters viennent de Rufisque et les 4 sont les membres de l'Ebougui. Quand la justice marocaine se venge judiciairement de la victoire sénégalaise, affiche Yor. Ce qui fait dire à mon confrère du journal Record que le verdict est celui de la frustration. En plus des peines, il y a aussi des amendes allant de 75 000 à 325 000 francs CFA. Le Maroc brandit son trophée, affiche Walf Quotidien pour parler de cette condamnation des supporters sénégalais. 9 détenus parmi ces 18 écopent chacun 1 an et près de 400 000 francs CFA d'amende. Rabat tranche, Dakar gronde. Titre Sud Quotidien. Pour Vox Populi, le Maroc s'est vengé sur les 18 supporters sénégalais. Ils ont été reconnus coupables de hooliganisme. L'annonce